Collectif Jeunesse Guadeloupe qui invite les autres en BK Jeunesse. On t'attend ce samedi 25 janvier pour une journée d'échange et d'ateliers pour entreprendre et travailler en Guadeloupe. Tu pourras y découvrir les parcours inspirants de jeunes engagés dans des secteurs porteurs pour notre archipel. Rendez-vous au BK Jeunesse sur l'Or Vert ce samedi 25 janvier sur le campus de Saint-Claude avec navette gratuite. Qui vous, qui association, qui collectif, venez joindre nous. Et pas oublier page Facebook là, Collectif Jeunesse Guadeloupe. Bonsoir et bienvenue dans votre émission du Collectif Jeunesse Guadeloupe numéro 2. Ce soir, nous allons discuter ensemble de l'Or Vert. Alors, qu'est-ce que l'Or Vert, Axel? À tes côtés, des intervenants qui vont nous en parler. Voilà, donc pour nous éclairer un petit peu plus ce soir, nous avons mademoiselle Zozio, mademoiselle Makiaba et Nicolas Joachim-Gène, également un membre du collectif KJG. Voilà. Alors, je pense qu'on va tout de même commencer l'émission par un petit rappel. Qu'est-ce que le KJG? Le KJG, c'est un collectif d'associations. Enfin, c'est une fédération qui regroupe des associations et aussi des personnes physiques qui travaillent, qui œuvrent avec et pour la jeunesse. Donc on aura compris, vous travaillez, vous œuvrez pour la jeunesse, mais ensemble, mais dans quel but? L'idée étant de valoriser la jeunesse. Le collectif est tout jeune, il s'est créé l'an dernier. Face au climat dont on a tous entendu parler, on a stigmatisé la jeunesse, en gros, avec les affaires de meurtre et de violence qu'il y avait. Donc il a fallu en fait redorer un petit peu le blason de la jeunesse pour dire qu'elle va bien, qu'elle n'est pas si mauvaise que ça et qu'il y a des gens qui font des choses en Guadeloupe. La jeunesse va bien et elle fait des choses. Alors avec toi aussi, Nicolas, donc, va nous parler un petit peu des actions qui ont été menées depuis la création du collectif Jeunesse Guadeloupe. Alors effectivement, depuis la création, comme le disait Laurence, du collectif, il y a maintenant un an, quasiment, on est ça fait même pas un an. Ça fait 7 mois en fait qu'on a eu la première opération. En fait, donc c'est vraiment tout jeune quoi. Effectivement, les actions qu'il y a eu, c'est le premier BIC en fait en juillet dernier, où un ensemble d'associations et de jeunes se sont mis ensemble pour libérer la parole de la jeunesse. Et en passant, on fait un grand salut à tous ceux qui y ont participé. D'ailleurs, une grande partie est actuellement hors du département. Et depuis, il y a eu la remise d'un rapport, une remise officielle qui a été faite aux autorités et qui d'ailleurs a été intégrée au projet guadeloupéen de société et techniquement, et aussi abordé lors de la conférence permanente de la jeunesse. Et ça fait quand même beaucoup pour quasiment juste 7 mois d'existence. Mais je pense que c'est dû au fait qu'à l'intérieur du collectif, il y a tout un réseau d'associations qui sont déjà des acteurs du terrain et qu'effectivement, à l'image du prochain BK Jeunesse, l'objectif, c'est juste montrer ce qui existe déjà, puisqu'en réalité, la jeunesse n'a rien à prouver. Tout à fait, on a pu constater donc, que vous êtes présent. Et puis à vos côtés et à mes côtés aussi, il y a mademoiselle Zozio, c'est ça? Quand je parle le nom, Suzy. Voilà, donc Suzy qui est, je crois, un exemple même de ce que le KJG souhaite mettre en avant. Alors Suzy, quelle est la raison de ton apparition dans cette émission? Eh bien, vu que l'intitulé de votre émission, c'est l'Or Vert, alors moi j'ai un petit trésor à présenter, qui est la pomme surette. Ah, moi je connais la surette, si c'est pour me la présenter, je crois que il y a les pommes surettes bien mûres qui sont, on connaît bien, moi il y en a qui sont sûrs, Voilà, mais que peut-on faire avec la pomme surette? Et qu'y a-t-il dans la pomme surette? Voilà, telle est la question, telles sont les questions que je me propose de répondre ce soir. D'accord, donc on a compris Axel que ça va être très intéressant. Donc on va avoir, cette émission sera découpée en plusieurs parties. Et nous aurons donc une première partie qui va consister bien évidemment à présenter et à rappeler l'intérêt de cette manifestation, le collectif Jeunesse Guadeloupe. Mais aussi nous verrons dans un second temps l'intérêt, quelles sont les activités industrielles que nous pourrons développer autour de ce fameux Or Vert et de manière endémique, c'est-à-dire sur le territoire de la Guadeloupe. Et nous verrons également aussi avec des partenaires qui sont déjà présents, d'ores et déjà présents, les différentes vocations. On connaît déjà le tourisme vert, les gîtes, les activités de loisirs en milieu naturel, mais aussi, dans une quatrième partie, nous finirons par les métiers qui peuvent découler tout naturellement de ces activités, que ce soit des activités de consultants ou alors des activités économiques en lien direct avec ces activités. Pour revenir sur le collectif Jeunesse Guadeloupe, je sais que vous avez eu une manifestation qui a regroupé plusieurs centaines de jeunes qui s'est déroulée au Gosier. Alors, l'objectif premier de cette manifestation, c'est vrai que c'était de recouper un peu la parole des jeunes. J'aurais aimé que vous me disiez un peu plus sur la manière dont cette manifestation a été reçue par les jeunes d'une manière générale.
Justement, on pourra avoir 2 points de vue complémentaires, dans la mesure où sur le plateau, on a un des jeunes qui a fait partie de l'organisation, moi, et Laurence, qui a participé en tant que spectatrice, participante en fait, en réalité, pas dans le staff, lors du premier BK Jeunesse. Donc vous aurez les 2 vues. Moi, de mon côté, ce que je répondrais concernant la première manifestation, c'est qu'on avait été tous agréablement surpris de la large mobilisation de la jeunesse en si peu de temps, puisqu'on avait eu très très peu de temps pour organiser l'opération. Et surtout, la deuxième chose qui m'avait moi vraiment surpris, c'était le contenu des interventions, puisque j'étais vraiment super fier de voir la cohérence du discours et l'espoir, et surtout des arguments concrets que la jeunesse qui a participé à cette opération donnait lors de ce BK Jeunesse. Alors je sais que Laurence a participé et a découvert le collectif à ce moment-là. Je pense qu'elle pourra aussi donner son avis. Alors Nicolas, toi tu rebondissais avec un avis interne sur la teneur de ce premier BK Jeunesse, mais je voudrais laisser la parole à Laurence, qui est intervenue à l'époque de manière extérieure. Est-ce que le fait que ce BK Jeunesse ait été une opération apolitique, selon toi, a donné lieu au succès et a fait finalement pas mal de jeunes se déplacer pour vraiment libérer la parole? Mais je crois que déjà le succès de la manifestation, c'est surtout qu'on a donné la parole aux jeunes. Parce que concrètement, quand il y a des forums ou autre chose, il y a des institutionnels ou des structures qui sont là, qui font des discours, on les écoute et puis on repart avec notre flyer, notre documentation. Concrètement, c'est rare d'écouter les jeunes et d'entendre ce qu'ils ont à dire. Donc c'est la première chose qui a fait que je me suis rapprochée du collectif Venez en Réunion. Et une autre chose qui m'a paru importante, c'est le fait qu'il y ait un rapport qui soit sorti de ces échanges. Il ne s'agit pas d'un coup d'épée dans l'eau, il s'agit vraiment de dire, on a fait une manifestation, on a recueilli une parole, on l'a analysée, on l'a formalisée et elle sert à quelque chose. Donc en tant que citoyen, c'est très important ce qui s'est passé le 24 juillet. Pour une fois, on n'était pas passif à attendre qu'on nous dise, bon, mais voilà ce qu'on a prévu pour la jeunesse ou autre chose. Là, les jeunes, on peut dire, voilà ce qu'on pense du sport, voilà ce qu'on pense de la transmission, ce qu'on pense de l'éducation, et ensuite ce qu'on propose, puisque le rapport n'est pas juste, voilà, nous on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont assez surprenantes dedans, comme disait Nicolas, sur la positivité de la jeunesse aujourd'hui, sur l'espoir que la jeunesse a pour demain, et concrètement, il y avait vraiment des propositions intéressantes, d'où le fait que ça rentre complètement dans le projet Guadeloupéenne Société, et à notre grande surprise, la conférence permanente de la jeunesse, qui est un dispositif interministériel qui est en train d'être mis en place et qui a été lancé en octobre dernier, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas à refaire d'un rapport ou d'analyse sur la jeunesse. Ils ont pris carrément le rapport, vu qu'il était bien fait et carré, et c'est avec ça qu'ils vont travailler. Donc là, concrètement, c'était vraiment prendre sa place de citoyen. Ne pas attendre que ça vienne des uns ou des autres, ou d'être dans des contingences de droite ou de gauche ou autre chose, ou électorale, mais en tant que citoyen, voilà, j'ai un avis, voilà ce que j'en pense, voilà ce que je vois pour demain. Donc c'est ce qui est important pour moi. Alors Laurence, on reviendra un peu plus tard sur la manifestation en détail donc du 25 janvier prochain, mais 2-3 raisons qui inciteraient à 2-3 jeunes à se déplacer vraiment à ce deuxième BK Jeunesse qui, on le rappelle, aura pour terme l'Orvers. Oui, alors pourquoi la thématique de l'Orvers déjà? Parce que la première manifestation était très générale et celle-là est assez précise quand même sur la thématique. Parce que quand on écoute le discours des adultes, déjà quand ils parlent de la jeunesse, il est assez négatif, il se répercute sur les plus petits. Concrètement, quand j'avais 10-12 ans, j'aimais pas spécialement les maths. J'aimais pas spécialement un certain nombre de choses, mais je voulais devenir avocate. Mais j'avais au moins cette idée-là de me dire, voilà, demain je serai Perry Mason, quoi. Comme à la télé, j'avais des exemples positifs. Il y a beaucoup d'autres jeunes de ma génération qui ont rêvé d'être cosmonautes, astronautes ou autre chose. Maintenant, si on écoute les discours des adultes et l'image qui est renvoyée, c'est en gros, t'es Guadeloupéen, ta route est tracée, ça va être braquage, sexe, violence, meurtre, concrètement. Les petits, ils entendent ça. Les petits, ils ont besoin de rêver, surtout que concrètement, la situation de la Guadeloupe, c'est pas que ça. On fait partie de l'un des 25 territoires du monde entier avec la plus grosse biodiversité. Je ne sais pas si vous voyez le tout petit territoire qu'on est, l'un des 25 plus dotés en termes de biodiversité, en termes de faune et de flore.
Donc déjà concrètement, on est déjà dans une espèce de paradis et c'est pas juste histoire de carte postale. Il y a un certain nombre de métiers qui ne sont pas connus, auxquels on ne pense pas. La vulcanologie, la protection de l'environnement, les ingénieurs, ce que Suzy Ozio fait. La Surelle, elle est là depuis des décennies, on n'a jamais pensé à regarder s'il y avait vraiment quelque chose dedans. Maintenant, concrètement, quand on nous fait acheter des crèmes au biodisque, machin, voilà, on est toutes partantes pour aller la prendre, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, alors que concrètement, il y a une Surelle à côté qui peut faire peut-être mieux. Et on sait d'où elle vient. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, encore en tant que citoyen, engageons-nous. On a un avis sur quelque chose, on se dit qu'en Guadeloupe, on a une chance d'être là, eh ben, on va discuter avec les gens qui travaillent déjà, donc qui pourront nous en dire plus, et aussi montrer aux jeunes que concrètement, il y a des choses à faire. Donc l'idée, c'est vraiment, d'où le nom BIC, c'est que les gens discutent entre eux, ça soit pas dans un espace forum où on a le président de tel machin ou le responsable de tel truc qui va nous dire ouais c'est génial, j'ai mis 100 millions de budget. Mais non, concrètement, on a Henri-Joseph qui se bat depuis 15 ans, on a Kinski qui est là, qui est un jeune ingénieur qui pourra nous expliquer des choses, nous apprendre même des choses sur son métier. On a Suzy qui a fait des études et qui est doctorante, qui a gagné un prix. On a comme ça beaucoup de raisons d'espérer. Donc c'est l'idée de la manifestation. En Guadeloupe, il y a de quoi faire, faisons. Donc on a très bien compris et moi-même je suis galvanisé par les propos que tu as tenus. On est conscient qu'il y a pas mal de potentialités. On aura l'occasion, j'espère, au cours de cette émission, non pas de faire le tour, mais d'en proposer quelques alternatives, mais de manière plus concrète. Un jeune qui souhaite s'exprimer ou s'informer autour du BICA Jeunesse, comment il fait? Aujourd'hui, quelles sont ses possibilités pour participer à vos manifestations? Alors, déjà, la manifestation qui a lieu samedi, il y a des navettes de mise en place, puisque ça va se faire à Basse-Terre, vu que la fois dernière, on était en Grande-Terre. Il y a des navettes de mise en place dans une commune qui aussi est assez emblématique, puisque Saint-Claude regroupe beaucoup d'acteurs du tourisme vert et qu'il y a beaucoup d'activités qui se font là-bas. Donc c'est pour ça qu'on est parti à Saint-Claude et ils peuvent venir et poser des questions et aussi rencontrer. Donc par exemple, un jeune porteur de projet qui ne sait pas comment le faire financer ou comment l'exporter dans la Caraïbe ou autre chose pourra discuter avec des gens pour ça. Le jeune lycéen qui ne sait pas dans quoi s'orienter, mais il y aura des avocats aussi parce qu'il y a du droit. Si la filière se met en place, il y a un certain nombre de nouveaux métiers qui vont être créés. Il va y avoir des consultants qui vont être créés, il y a des avocats spécialisés dans l'environnement qui vont être créés, enfin il y a tout ça. Et ensuite sur la partie tourisme vert. L'idée c'est vraiment que les gens puissent venir et les parents aussi sont invités à venir, poser des questions. Il n'y a pas de questions stupides ou bêtes ou autres, mais vraiment voir l'étendue de tout ce qui nous attend et de tout ce trésor-là qu'on a à portée de main. Alors, on a compris le rendez-vous, sa cible. Maintenant, comment on fait pour s'y rendre? Vous avez déjà organisé les points de ralliement? Est-ce que je suis à pied, j'habite, je sais pas, Sainte-Anne et je souhaite assister au BICA Jeunesse? Sur la page fan, on va mettre l'ensemble des lignes, mais il y a des lignes partout dans la Guadeloupe. Il y a 5 lignes qui partent de Sainte-Anne, de Nord-Grande-Terre, enfin voilà, toute la Guadeloupe sera desservie pour que les navettes gratuites puissent ramener les gens pour venir assister au BICA Jeunesse. Et la manifestation se déroule Se déroule à l'amphithéâtre Gertier Archimède, donc du campus de Saint-Claude. Ça commence à 9h jusqu'à 15h30, 16h. Donc c'est au samedi 25? Samedi 25 janvier, oui. Voilà. Donc c'est ce samedi, vous l'aurez compris, nous avons encore beaucoup de choses à voir avec ces jeunes autour du BICA Jeunesse. On a compris aussi la genèse. Maintenant, donc, est-ce qu'on sera dans la même démarche de récupérer la parole et de la valoriser à travers des analyses, ou alors on sera peut-être plus dans une phase d'apporter une information aux visiteurs? On sera toujours dans cet esprit-là, de ne pas faire des coups d'épée dans l'eau, de parler inutilement, mais de vraiment prendre le temps de faire l'état des lieux de la filière. C'est pour ça aussi qu'on invite des gens qui sont déjà dessus. L'aspiration des jeunes, on dire voilà ce qu'on aurait voulu, ce qu'on aurait aimé, on a vu ça à la télé, ça peut être sympa, voilà. De voir ce qui fonctionne pas en termes de formation par exemple, parce qu'il ne manque pas des choses. Et ensuite, et là c'est le point le plus important, quelles sont les propositions que nous, citoyens lambda, nous faisons. Ben, c'est très bien. Moi, je pense, Axel, que si j'en avais les possibilités, j'y serais. En tout cas, avec autant d'envie de découvrir des choses. Maintenant, il y a quand même un point qui m'a interloqué quand vous avez parlé d'analyse, puisque les premiers éléments que vous avez eus, vous avez dû les analyser. C'est quand même sacrément culotté de dire que vous avez analysé, croisé des centaines de contributions. Comment vous avez pu vous organiser pour réaliser ça?
Alors justement, concernant le premier rapport, en fait, c'est super simple. C'est qu'on ne fait pas de grosses analyses. Les interventions, y compris pour le BICA Jeunesse numéro 2, sont séparées en deux possibilités, donc les constats et les pistes de solutions. Et l'idée, c'est que la parole de la jeunesse et aussi des acteurs concernés par chaque BICA Jeunesse a pour vocation, en fait, de donner une photographie justement de l'état des lieux et des pistes de solutions concernant chaque thème. Et en l'occurrence, cette fois-ci, ce sera concernant chacun des sous-thèmes qui comprennent l'Orvers. Et donc l'idée, c'est ça, c'est que derrière, on n'est pas du tout dans une démarche où on va essayer de faire un rapport avec des superbes analyses. On est vraiment dans l'esprit de retranscrire la parole avec tout ce qu'elle peut avoir d'intéressant, premièrement pour prendre conscience de certains soucis qu'on peut constater sur le terrain à travers la partie constat, et ensuite s'accrocher à certaines brèches, certaines opportunités qui sont lancées grâce aux citoyens qui, par la partie piste de solution, apportent très souvent les très bonnes réponses qu'attendent nos politiques publiques. Cette manifestation s'intitule BICA Jeunesse, mais n'est pas réservée uniquement à la jeunesse, si je ne me trompe pas, Nicolas, puisque je me souviens que lors de la dernière édition, on avait des jeunes qui étaient venus avec leurs parents et des moins jeunes qui étaient simplement venus seuls, mais également apporter leur pierre à l'édifice et vraiment mettre leur grain de sel pour vraiment élever le débat. Alors, est-ce que le BICA Jeunesse, justement, s'inscrit dans une dynamique de rassembler les générations? Exactement. C'est vraiment une dynamique intergénérationnelle où, effectivement, on rassemble les générations et on rassemble aussi la parole de chaque génération. Et l'idée, c'est qu'on met l'accent sur la jeunesse. Pourquoi? Parce que, comme le disait tout à l'heure Laurence, malheureusement, quoi qu'on dise, elle est oubliée. On va beaucoup parler d'elle. On va faire des symposiums, des forums, tout ce qu'on veut. Mais là où il y a un forum là, combien de jeunes nous avons là? Combien de jeunes qui ont baillé, qui ont participé, qui ont organisé? Donc aujourd'hui, au niveau du collectif Jeunesse Guadeloupe, l'idée, c'est toujours de rester dans l'intergénérationnel. On est obligé, on construit ensemble. Mais, par contre, ouvert porte là pour la jeunesse, pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent construire et pour qu'ils puissent dire ça aussi pour l'avenir. Voilà. Est-ce que ce n'est pas finalement l'occasion d'enfoncer le clou et de redire, de répéter aux jeunes qui doivent se prendre en main et qu'il faut qu'on arrête de parler à leur place, mais qu'ils parlent et que finalement ils agissent? Pas seulement qu'ils parlent, mais qu'ils agissent. Et on le voit bien avec Suzy, avec Laurence, que finalement, il y a pas mal de jeunes. Est-ce que tu penses qu'il y a encore un travail à faire pour qu'ils soient valorisés et non pas sur des actions ponctuelles comme ça, tous les 6 mois, mais réellement au quotidien, semaine après semaine, sur notre petit territoire qui est la Guadeloupe? Effectivement, je pense que ce genre d'action-là manque. C'est pour ça que le collectif s'est mis en place. Et ce qui est aussi intéressant, c'est un collectif qui n'est pas, on va dire, l'association, quoi. C'est un collectif. Ça veut dire qu'il y a plein d'associations dedans qui gèrent à faire des butins sur le terrain. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'à travers tous ces acteurs-là, on puisse valoriser chacun de ces volets que chacun met en place. Et pour qu'enfin, non seulement nous-mêmes, on arrive à déjà se connaître mieux et connaître les plus jeunes qui arrivent et qui font des choses intéressantes, et qu'en plus, tout le monde puisse aussi les connaître. Alors, si vous me permettez, avant que nous passions à la transition, on va vraiment commencer à parler tout à l'heure des choses vraiment concrètes, notamment avec Suzy sur les possibilités de cette thématique autour de l'Orvers. Tu as parlé des acteurs, puisque nous avons encore quelques minutes. Alors, tu as parlé des acteurs associatifs qui sont membres. Je peux comprendre qu'il y avait aussi des jeunes entrepreneurs, tout ça. Donc, vu que vous êtes les deux représentants du collectif, est-ce que vous avez la possibilité de nous donner des exemples à travers vos actions au sein de vos associations respectives? Bon, très rapidement. Alors, en gros, dans le collectif, il y a des associations qui sont dans tous les domaines, certaines dans l'éducatif, d'autres au niveau de la téléphonie. Parfois, ce sont des collectifs, parfois, ce sont des réelles associations. D'autres fois, ce sont parfois des organismes publics. Je pense par exemple au Conseil régional des jeunes qui fait aussi partie du collectif. En gros, toute association ou organisme jeunesse capoton gamme, on y place à Yola, quoi. Ça veut dire que le collectif est ouvert? Tout à fait, absolument. On est vraiment dans une dynamique. Ça fait à peine 7 mois qu'on a fait la première manifestation. Et en plus, la création même, on va dire, de la structure administrative, ça fait à peine 2 mois. Donc on est vraiment tourné vers l'avenir. Plus que jamais, toutes les associations et organismes de jeunesse
sont attendus au sein du collectif. Et l'objectif, c'est que tout le monde soit gagnant là-dedans et qu'on puisse aussi s'entraider, continuer à s'entraider. Tout à fait. Donc on invite tous les acteurs associatifs, les jeunes entrepreneurs et bien évidemment les personnes lambda qui ont envie de s'investir autour de cette question qui s'est posée par le collectif Jeunesse Guadeloupe à les rejoindre. D'abord, si j'ai bien compris, par le Facebook. Donc c'est collectif Jeunesse Guadeloupe, donc c'est écrit en créole, collectif avec un K. Et Jeunesse Guadeloupe, on peut trouver ça assez facilement sur Facebook. Je pense qu'ils peuvent prendre contact avec votre hotline. Donc on va poursuivre un petit peu, dans quelques instants nous allons poursuivre. Et donc Suzy, on va parler avec toi donc des réalités, de ces réalités de l'or vert et les déclinaisons que nous pouvons lui donner, notamment à travers les recherches que tu as effectuées dans le cadre de ton doctorat. Alors, est-ce que tu as, pour mettre en appétit un petit peu nos téléspectateurs, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, qu'est-ce que ça va nous apporter de t'écouter? Il faut que les Guadeloupéens arrêtent de penser que ce qui pousse en Guadeloupe n'est pas bon. D'accord. Pourquoi? Puisque c'est vrai que je vais vous parler de la pomme surette, mais il n'y a pas que la pomme surette. Il y a l'Imont-Bain, il y a le raisin bord de mer, par exemple, qui possède des propriétés extraordinaires. Oui, j'ai un ami, son père fait des jus de raisin bord de mer. Excellent. Excellent. On se retrouve tout à l'heure après une petite transition. À tout à l'heure. Collectif Jeunesse Guadeloupe qui invite les autres en BK Jeunesse. On t'attend ce samedi 25 janvier pour une journée d'échange et d'ateliers pour entreprendre et travailler en Guadeloupe. Tu pourras y découvrir les parcours inspirants de jeunes engagés dans des secteurs porteurs pour notre archipel. Rendez-vous au BK Jeunesse sur l'Or Vert ce samedi 25 janvier sur le campus de Saint-Claude avec navette gratuite. Qui vous, qui association, qui collectif, viens joindre nous. Et pas oublier page Facebook là, collectif Jeunesse Guadeloupe. Voilà dans cette deuxième partie de l'émission Collectif Jeunesse Guadeloupe, l'Or Vert. Alors, cette fois-ci, Axel, nous sommes avec les exemples vivants de cette démonstration que le Collectif Jeunesse Guadeloupe s'est décidé de nous présenter. Tout à fait, nous avons des profils super intéressants qui nous ont rejoints. Donc, on était déjà tout à l'heure en compagnie de Suzy Zozio. Et nous avons rejoint sur ce plateau donc Kimsi, qui, accrochez-vous bien, est ingénieur bioclimaticien. D'accord. Et à ses côtés, donc, nous avons Daïl, qui lui est un nouveau membre du staff du KJG, donc le collectif Jeunesse Guadeloupe. Voilà, donc ils nous ont rejoints sur ce plateau pour maintenant parler un petit peu plus, entrer dans le vif du sujet, des industries qui sont autour justement de l'or vert. Tout à fait. Donc le collectif Jeunesse Guadeloupe s'est donné comme objectif de démontrer à ces jeunes et à toutes ces personnes qu'il y avait une possibilité d'exploiter le potentiel guadeloupéen, que ce soit en matière de biodiversité ou de nouvelles technologies, mais cette fois-ci plus particulièrement sur l'or vert. Et nous avons avec nous des exemples vivants. Ces personnes se sont chargées et ont essayé d'une manière plus ou moins approfondie de travailler sur les techniques qui peuvent exister pour pouvoir développer ce que nous possédons, c'est-à-dire tout ce qui est endémique sur notre territoire. Alors, vous connaissez déjà mademoiselle Zozio Suzy, mais moi je vais t'appeler Suzy, puisque maintenant on a eu le temps de faire connaissance. Alors Suzy qui, elle, a commencé un travail autour de la pomme sirette. Alors Suzy, honneur aux dames, donc on va te laisser nous expliquer un petit peu, quelle a été la portée de ton travail et aussi son intérêt pour l'industrie guadeloupéenne. Alors, comme je te le disais il y a un instant, on peut tout manger de la pomme surette. Donc, ça passe des feuilles, le fruit et également la graine. Donc, je pense qu'il est temps de valoriser notre biodiversité. Puisque, comme je le disais, on peut consommer les feuilles, comme les épinards. On peut se soigner également. Mes recherches ont démontré que le fruit possédait une certaine valeur nutritive et également très riche en vitamine C. Et je dirais même plus qu'une orange, puisqu'il faut savoir que, admettons, lorsqu'on presse une orange, on obtient environ peut-être 100 ml de jus. Dans ces 100 ml de jus, on va avoir environ 60 mg de vitamine C. Si on fait la comparaison avec la pomme surette, pour 100 grammes, donc une bonne poignée de pommes surettes, on aura environ 95 à 100 mg de vitamine C. Donc c'est un exemple que je te donne concernant la pomme surette, mais il faut savoir aussi que mes recherches aussi se sont
axé sur le potentiel antioxydant. Donc, tu sais, tout ce qui est antioxydant, enfin bon, c'est dans les fruits, dans les légumes, enfin bon, dans les végétaux en général, tout est antioxydant. Mais il faut savoir que la pomme surette est 2 fois plus antioxydante qu'une pomme France, par exemple. Alors, ça veut dire quoi antioxydant? Ça veut juste dire que il y a des molécules qui nous permettent de lutter contre les radicaux libres qui seront à l'origine des mutations qui vont engendrer des cancers, etc. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit manger 5 fruits et légumes par jour, mais moi, je vous dis manger des pommes surettes. Donc, voilà. Et je disais aussi qu'il est important de retourner aux observations de nos ancêtres. Et comme disait mon ami Monsieur Glandor, il m'expliquait qu'il est important de voir les observations de nos prédécesseurs. C'est-à-dire qu'ils ont domestiqué la pomme surette en Guadeloupe. Pourquoi? C'est qu'il y a bien une raison. Et les observations sont que on peut utiliser la pomme surette pour nourrir le bétail, puisque moi je l'ai vu, hein, les agriculteurs même le disent, hein, les cochons qui sont nourris avec les feuilles, les branches, les fruits de pomme surette sont en pleine forme. Et même en période de carême, ils ne sont pas chétifs, ils sont en pleine forme. T'entendant parler, tu sais qu'il y a beaucoup d'études qui sont formulées et puis on entend les résultats qui sont produits, on se dit mais tout ça c'est bien beau, mais est-ce réellement réalisable? Absolument, absolument. Puisque tu sais, au bout de 3-4 ans, on a déjà un arbre. Hein. Une fois planté, la graine plantée, on a déjà un arbre au bout de 4 ans. C'est extraordinaire. Et bon, on n'est pas sans savoir tous les problèmes liés, je ne suis pas contre la banane, hein, mais tous les problèmes liés aux risques sanitaires liés aux produits phytochimiques utilisés contre les maladies de la banane. Mais on a aussi le problème du greening des agrumes. Donc, ce qui veut dire qu'on a de l'espace. Il y aura un vide sanitaire qu'il va falloir combler. Donc, et pourquoi pas en le comblant en plantant des pommes surettes et en donnant et en vraiment encadrant une culture qui permettrait non seulement de redonner espoir aux agriculteurs qui ont perdu, il faut le dire, hein, les agriculteurs qui ont perdu leur dignité, puisqu'ils peuvent plus utiliser leurs terres pour planter les ignames, les madères. Pourquoi? Parce que leur sol est chlordéconé. Alors que si on plante la pomme surette, la chlordécone ne va pas remonter aussi haut, quoi, je veux dire. Donc c'est une solution que moi je donne aux agriculteurs qui ne peuvent plus planter parce que leurs sols sont malades, on va dire. Donc pourquoi pas planter les pommes surettes et encadrer une culture convenablement. Et ça permettrait également aussi de ne pas laisser s'enfuir nos cerveaux, puisque nos jeunes partent. Hein. C'est également un problème. Hein. On fait face actuellement à des exodes. Donc il faut pouvoir leur montrer qu'il y a des choses qu'on peut faire en Guadeloupe et qu'il faut rester, puisque c'est que comme ça qu'on va avancer. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut utiliser notre biodiversité. C'est important, parce que c'est vrai que mes recherches sont basées sur la pomme surette, mais il y a l'abricot-pays. Il y a dernièrement une étudiante qui a soutenu sa thèse sur l'abricot-pays et qui a montré des choses extraordinaires. Il y a le Mont-Bain, il y a le raisin bord de mer. Enfin, il faut les utiliser. Et puis, bon, c'est vrai que là, c'est vrai qu'en Inde et en Afrique, ils font la farine pour se nourrir aussi. D'accord? C'est-à-dire que cette farine-là, ils vont l'intégrer dans la fabrication de pain, de gâteaux, et ça va donner, ça va augmenter la valeur nutritionnelle du pain, parce que bon, le pain, c'est la farine de blé, bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, si on rajoute un peu de farine de pomme surette, qui est une farine qui est riche, parce que mes recherches ont démontré que cette farine-là était riche, ça pouvait justement alors agrémenter, augmenter l'apport nutritionnel de gâteaux ou de pain. D'accord? Mais il faut savoir aussi que, bon, c'est vrai que je parle beaucoup, hein, mais... On est là pour ça. Nous avons toute la possibilité et le temps que nous avons pour en parler. Justement parce que quelque part, on voit qu'on glisse tout doucement hein, de la pomme surette en tant que matière première, puisqu'on considère qu'à l'état brut, il s'agit d'une matière première, vers un produit agro-transformé. Voilà. Donc la culture qui pourrait non seulement servir à l'alimentation, mais j'ai cru comprendre également à la pharmacopée peut-être. Absolument, puisque on se soigne
avec les jeunes feuilles ainsi que les bourgeons. On se soigne contre la grippe, contre le diabète. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui le savent et qui l'utilisent. Et je vous disais également, je vous parlais de la graine, et je disais que on peut casser la graine et manger la graine, puisqu'on le fait déjà en africain, puisqu'en période de disette, voilà. Donc là, sans souci, je prends ma graine de quinette sous oui. votre contrôle, je mange l'amande, de surette, pardon, et après je vais la consommer sans risquer de mourir. Attention, je vais le faire demain. En plus, c'est la période. Voilà, tout à fait. Oui, et puis, ce qui est intéressant de voir aussi qu'on peut faire avec la pomme surette, c'est que l'huile contenue dans la graine est une huile extraordinaire, puisque c'est une huile qui est insaturée. Donc, en fait, ça veut juste dire que c'est une excellente huile qu'on peut utiliser en cosmétique, par exemple. On peut également utiliser en cosmétique. Et bon, pour rebondir sur la cosmétique, il y a d'autres fruits qu'on peut utiliser en cosmétique. Et puis, ça aurait été vraiment un atout, on va dire, une touche exotique de proposer au monde. Tout à fait. On voit déjà le produit marketing, Axel, la grosse pomme surette, tu vois, sur la boîte. Et puis, on peut faire, par exemple, j'imagine, du baume à lèvres à base de pommes surette. Oui, comme on fait. Est-ce que ça veut dire, sans vouloir vous couper, parce que depuis tout à l'heure, on parle de la pomme surette, de l'abricot pays, du Montbain. Est-ce que ça veut dire qu'en termes d'industrie en Guadeloupe, pour pallier à un avenir qui semble un petit peu morose pour la culture de la canne et la culture de la banane qui sont subventionnés et qui font face à la concurrence d'autres bananes et cannes du monde extérieur. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que la Guadeloupe se penche plus sur la pomme surette, l'abricot pays et le Montbain pour développer une industrie au niveau de la pharmacopée, etc. Absolument, absolument. Et on peut le faire puisque nous sommes calés. Il y a des étudiants comme moi-même qui travaillent sur d'autres fruits et légumes. Donc nous pouvons le faire, nous avons la capacité de le faire. Donc faisons-le. Donc qu'est-ce qui bloque aujourd'hui concrètement? Eh bien, je pense que, sans langue de bois, je pense qu'il faudrait peut-être revoir certains fonctionnements pour laisser la place à la biodiversité. C'est-à-dire que quasiment toutes les subventions vont vers une seule culture, la banane. Donc je pense qu'il faudrait essayer de redispatcher les subventions et donner un petit peu pour la biodiversité, puisque la biodiversité, c'est nous, c'est à nous, c'est notre patrimoine, quoi, j'ai envie de dire. Donc protégeons-la, aimons-la, valorisons-la. Voilà. J'espère que les personnes concernées sentiront l'intérêt que vous portez à ce produit et peut-être s'intéresseront à vos travaux. Alors, nous avons d'autres invités également qui ont dans ce sens aussi fait des études poussées pour pouvoir valoriser les productions locales et peut-être harmoniser le développement. Travailler dans un développement durable, c'est quelque part, je ne me souviens pas bien de la définition, mais c'est peut-être résoudre les problèmes d'aujourd'hui tout ne gâchant pas les chances des générations futures de résoudre les leurs. Donc je ne sais pas si ça va te servir de bonne introduction. Toi, en tant qu'ingénieur climaticien, excuse-moi, vraiment, je n'ai pas tout retenu. Donc je sais que tu as travaillé sur l'idée d'intégrer de nouveaux matériaux écologiques pour des nouvelles constructions. Alors, concrètement, ton métier, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un métier qui existe depuis toujours, en fait. Nos aïeuls, leur construction en poirier, en courbaril, avec différents matériaux locaux, même en bambou, existait déjà. Il y avait un savoir-faire qui était déjà présent. Et d'ailleurs, ces constructions-là existent toujours. Maintenant, suite aux différentes normes, à l'évolution de la vie, ça a été oublié. Ce savoir-faire a disparu. Du coup, on est un peu perdu. Quand on regarde à l'extérieur ce qui se passe, je prends par exemple l'exemple du Costa Rica. En 1993, il y a eu un séisme. Toutes les constructions en béton sont tombées. Il ne restait que les constructions artisanaux en bambou. Suite à ça, ils ont mis en place des filières bambou pour éviter ces problèmes-là. Alors pourquoi le bambou? Alors je ne vais pas m'axer uniquement sur le bambou, il y a d'autres matériaux, mais c'est quand même important de faire un point là-dessus. Le bambou, c'est un matériau qui est cylindrique. Ça veut dire qu'il répartit les efforts de manière uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut. Quand on prend par exemple une poutre en bois,
Les efforts, en fait, il y a des fibres parce qu'elle est rectangulaire. Donc, sur la base, en fait, de la poutre, on a des efforts, en fait, qui ne sont pas bien répartis. D'autre part, le bambou demande un temps de maturité de 4 ans. Un bois prend 40 ans pour pousser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voulait faire pousser toutes les forêts du monde, hein, pour par exemple l'Amazonie, etc., ça aurait été impossible en bois. Alors que le bambou peut le faire naturellement, sans problème. Donc maintenant, il s'agit de savoir comment on peut utiliser ce matériau dans la construction. Chez nous, on a du bambou. Pourquoi ne pas l'utiliser? Alors on a une espèce de bambou qui s'appelle vulgaris. Malheureusement, c'est un bambou qui n'est pas très épais et qui est relativement cassant. Alors par exemple, en Costa Rica, on a aussi ce type de bambou. Ils font des jonctions multiples, donc ils mettent plusieurs bambous, ils rassemblent ensemble, ils font une seule poutre. Donc c'est déjà une voie. Moi, je conseille quand même d'aller voir d'autres variétés de bambou, mais qui peuvent pousser localement. Par exemple, en Martinique, hein, il y a l'association Afibalt qui a développé un projet d'innovation sur le bambou et qui a fait pousser de la guadua. Donc la guadua, c'est un bambou qui arrive à 15 cm de diamètre environ. Le biscuit intérieur, donc on va dire la partie bois à l'intérieur, fait près de 2,5 cm de circonférence. Donc c'est un bambou qui est très épais, c'est un bambou qui est plus dur que le fer. Si bien que maintenant, la NASA pourrait prévoir de ne plus faire leur satellite en structure métallique, mais en structure bambou. Il faut savoir qu'au Japon, excuse-moi, je rigole un peu parce que des satellites en bambou. Ah oui. Attends, ah oui. Ils se sont aperçus vraiment que c'est un matériau qui était beaucoup plus dur que le fer. Donc du coup, ils se sont dit pourquoi pas. Donc ce sont des projets en fait de recherche, d'innovation. Donc on verra si quand même ça arrive à voir le jour. Mais quand même, regardez le Japon. Pourquoi le Japon est le pays qui est considéré comme qui a les meilleures normes parasismiques? Simplement parce que leur ossature de bâtiments qui vont jusqu'à 50 étages, leur échafaudage de 50 étages, c'est fait avec du bambou. On ne le sait pas, mais c'est du bambou qui est derrière. Voilà. Donc ça laisse quand même à réfléchir pourquoi nous on ne le fait pas. Voilà. Alors c'est vrai que le bambou est mal vu. Alors moi, on va essayer d'être assez concret puisqu'on atteint un temps assez avancé dans cette partie de l'émission. Mais concrètement, toutes ces cultures, je sais pas, ça s'apparente à de la sylviculture finalement, la culture du bambou, parce que c'est comme le pain, hein, finalement, il faut des espaces, des étendues énormes pour pouvoir cultiver ces plantes. On est quand même sur un petit territoire. Est-ce que cette idée est viable sur notre territoire? Alors, il se trouve que j'ai fait il y a 4 mois une étude pour l'ADEME sur les essences naturelles pour la construction. Alors, parmi eux, j'ai étudié le bambou, j'ai étudié aussi le ciment, fibre de banane, j'ai étudié les lianes, les fibres de coco, etc. Alors, le bambou, en Guadeloupe, on a environ 4000 habitats par an qui se construisent. 1500 habitats individuels et environ 2500 collectifs. Il faudrait 10% de nos surfaces agricoles non utilisées pour couvrir tout ce besoin. Uniquement 10%. Pourquoi? Parce que le bambou est très grand et parce que le bambou est utilisable sur tous ses aspects. Quand on dit bambou aussi, ce n'est pas uniquement le bambou en poutre qu'il faut voir. Hein. On fait des systèmes de parquet en bambou, des systèmes de lames de terrasse, d'ailleurs j'en ai dans mon entreprise, hein, des systèmes de tuiles en bambou. Et on peut même aller plus loin. On a ce qu'on appelle aussi la phytoremédiation bambou, c'est-à-dire comment traiter les eaux usées à partir de bambou, parce que les rhizomes consomment énormément de déchets. Bon, ça, c'est notre partie. Alors, juste pour aller dans le concret, le bambou, quelle est l'espérance de vie d'une poutre en bambou? Alors, moi, mes fournisseurs me garantissent 50 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait une garantie sur un bois, c'est 10 ans. La garantie décennale, c'est 10 ans. Alors, pourquoi cette durée? C'est que le bambou, il y a ce qu'on appelle des injections sel de bore. C'est-à-dire qu'on creuse le bambou à l'intérieur pour qu'en fait, le bain rentre à l'intérieur du bambou. Donc, c'est complètement imprégné du liquide qui va le traiter, le sel de bore. Après, en fait, on va l'embaumer avec de la fumée. Il va le permettre de le rendre complètement résistant par rapport aux insectes, par rapport à l'humidité. Donc après, ensuite, bien sûr, il est bouché et il est verni pour vraiment assurer en fait, que le matériau ne bouge pas dans le temps. Donc ce sont des matériaux, en fait, que les constructions bambou faites de manière saine, ça dure 100 ans, comme les constructions en bois d'antan. Donc finalement, on a bien compris, Axel, qu'il y a une multitude de possibilités sur notre territoire. Et c'est bien ce que le KGJ a voulu mettre en évidence aujourd'hui à travers notamment ces deux exemples industriels, hein, concrètement. Tout à l'heure, nous verrons des déclinaisons un peu plus visuelles, parce que quelque part, le tourisme vert, c'est quelque chose de plus visible que l'industrie concrètement, quand on parle de l'or vert, mais c'était quand même très important de le savoir. Alors, de ton point de vue, j'aurais aimé que tu me parles un petit peu de ton engagement autour du KGJ. Donc voilà,
Les deux exemples qu'on vient de nous présenter, c'est vraiment ce que le KJG voulait montrer à la jeunesse, leur faire découvrir, leur faire savoir que ça existe et qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce qu'on a ici. Parce que la jeunesse cherche du travail et on va tous dans le même sens, alors que si on se met à ouvrir notre champ de vision, comme mademoiselle Suzy qui s'est tournée vers la surette, ou Kimski qui s'est tourné vers le bambou, pour ne parler que de ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. On se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est ce qu'on voulait montrer. On voulait ouvrir le champ de vision et montrer qu'il y en a qui ouvrent déjà le chemin et qu'il faut suivre la voie qui a été tracée. Donc ce deuxième Bika Jeunesse qui se tient, donc on le rappelle, samedi 25 janvier sur le campus de Saint-Claude, donc en région bastérienne, sera l'occasion de découvrir d'autres profils tels que Suzy Zozio et Kimsi ici présents, de jeunes Guadeloupéens qui œuvrent justement dans différents domaines, différentes industries autour de l'Orvers, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Alors on a d'autres profils aussi, on a des profils sur d'autres métiers et on aura l'occasion de les présenter le samedi. De toute façon, nous aurons de plus amples détails. Bon, moi, je vous remercie infiniment, tous les trois de participer, et Axel, à cette partie. Moi, je suis curieux, en fait, tout à l'heure, on va parler peut-être avec d'autres intervenants, et peut-être si vous avez l'occasion de revenir en fin d'émission pour que nous parlions un peu du business model de ces types d'idées, puisque quelque part, on imagine que c'est des choses qui peuvent coûter excessivement cher et que si on produit local, on aurait bien aimé pouvoir consommer ce qu'on produit. Donc, ça veut dire qu'il faut donner les moyens aussi aux Guadeloupéens de consommer les productions des Guadeloupéens. Donc, nous aurons l'occasion d'en parler encore. Donc, je vous rappelle le rendez-vous de samedi donc 25 janvier à Saint-Claude, c'est bien ça, sur le campus à partir de 9h. Donc, la manifestation se durera toute la journée. Les informations complémentaires sont disponibles sur le Facebook collectif Jeunesse Guadeloupe. Tous les acteurs qui souhaitent s'investir, soit dans l'organisation du collectif Jeunesse Guadeloupe ou alors avoir plus ample d'informations, peuvent se rendre sur la page fan Facebook. Et puis nous verrons ensemble tout à l'heure, nous allons passer, je crois, au tourisme vert, Axel. C'est exact, c'est le prochain volet dans lequel nous allons traiter dans cette émission qui, vous l'avez compris, traite du sujet de l'or vert. Voilà, donc restez avec nous et on revient tout à l'heure pour continuer à parler de nos richesses locales. Collectif Jeunesse Guadeloupe qui invite les autres en Bika Jeunesse. On t'attend ce samedi 25 janvier pour une journée d'échange et d'ateliers pour entreprendre et travailler en Guadeloupe. Tu pourras y découvrir les parcours inspirants de jeunes engagés dans des secteurs porteurs pour notre archipel. Rendez-vous au Bika Jeunesse sur l'Orvers ce samedi 25 janvier sur le campus de Saint-Claude avec navette gratuite. Qui vous, qui association, qui collectif, viens joindre nous. Et pas oublier page Facebook là, collectif Jeunesse Guadeloupe. Nous voilà de retour sur ce plateau, toujours autour de la thématique de l'or vert. L'or vert, voilà, une notion qui vous paraît un petit peu inconnue, mais qui nous permet aujourd'hui d'apprendre beaucoup de choses avec nos invités. Donc un plateau super riche. Avec nous sur ce plateau, Fred Bedoué, qui représente une association sport et loisirs, avec qui nous allons parler de quelque chose de tout à fait intéressant. À l'instar de pays comme la Nouvelle-Zélande ou la Réunion, la Dominique, ici, on peut développer une activité autour du tourisme vert. Je te laisse la parole, Fred. Oui, effectivement, on a un potentiel, ce qu'on appellerait nature, sur les sports de pleine nature. Donc, on retrouve du canyoning, la randonnée pédestre, la randonnée équestre, le quad, le canoë-kayak en rivière avec notre mangrove. Ensuite, se développer les fameux trails. Au jour d'aujourd'hui, en Guadeloupe, on a 3 événements majeurs qui sont la Guadarun, le Volcano Trail et la Transcarouquera, qui génèrent une participation d'environ 500 personnes, 500 marcheurs ou 500 coureurs qui viennent découvrir la nature et puis pratiquer une activité très sportive. Voilà ce qu'on peut dire sur les activités sportives sur la Guadeloupe. Alors, le tourisme vert qui permet donc d'englober les activités sportives, mais avec nous, Tommy Nova, qui lui permet aux Guadeloupéens de redécouvrir la culture, notamment à l'aide d'un outil qui fait partie du patrimoine guadeloupéen, qui est la charrette.
Oui, effectivement, bon, pas seulement les Guadeloupéens, parce que si on s'arrêtait aux Guadeloupéens, ce serait vraiment dommage. On s'arrête aux acteurs du monde. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent découvrir la richesse de notre environnement, on leur permet en fait d'accéder à cette richesse à travers plusieurs outils. Certes, la charrette, c'est un des principaux qu'on utilise tous les jours parce qu'en fait, il faut bien qu'on ait un cheval de bataille. Mais on fait aussi de la marche découverte, on fait aussi donc, des films et on fait de l'artisanat. Donc c'est en gros toutes les activités que nous développons autour de notre patrimoine et on le met à la disposition de tout un chacun. Donc ça peut être des écoliers, donc depuis la maternelle jusqu'au lycée et plus. Ça peut être aussi des personnes âgées, parce que des fois, à travers les fêtes de quartier, on leur fait découvrir ou redécouvrir remémorer certains moments forts de leur histoire. Ça peut être aussi des touristes de passage qui peuvent être guadeloupéens ou autres. Donc c'est vraiment pas seulement la charrette, mais vraiment tout notre patrimoine qu'on met en valeur à travers plusieurs outils. Si j'ai bien compris, Fred, ces pratiques en tant que telles, si elles sont encadrées aussi par la formation. Donc, la pratique du trail en montagne, on entend souvent, et notamment en Martinique, l'île Sœur, où il y a 2 personnes qui se sont récemment perdues dans le bois parce qu'ils étaient partis s'éloigner un petit peu des chantiers, des sentiers battus, comme on dirait. Donc, alors, vis-à-vis de ça, quelles sont les opportunités qui existent au niveau de la formation? Alors, tu as raison de le signaler. En fait, on est sur un environnement dit spécifique par rapport au sport, donc où il y a des risques. Donc, on a besoin de professionnels. Donc, dans ce cadre, quelqu'un qui veut exercer le métier, par exemple, de guide de moyenne montagne, doit absolument passer une formation et un diplôme professionnel. Donc, c'est actuellement, par exemple, le CREPS Antilles-Guyane organise la dernière session du brevet d'État accompagnateur de moyenne montagne. Pour justement avoir la garantie que quand il y a un touriste qui veut faire la Soufrière ou qui veut découvrir les 400 km de sentiers qui existent sur la Guadeloupe, il y ait un professionnel qui puisse l'encadrer en toute sécurité. Donc ça représente une multitude de métiers. Il y a le sauvetage aussi en montagne, il y a l'organisation d'événements sportifs autour de la nature, tels que les fameux trails, qui a pris une ampleur considérable, que ce soit en métropole ou en Guadeloupe. Un exemple très précis, tous les mois il existe un trail, ça représente entre 150 et 250 coureurs de tous niveaux confondus, à la fois des sportifs de bon niveau et puis la personne qui a envie de se faire plaisir, perdre du poids et donc venir découvrir la nature tout en faisant un exercice physique. D'accord. Donc on avait compris quand même que c'était une pratique assez encadrée. Mais Tommy, est-ce que toi qui œuvres dans le domaine, est-ce que tu penses que ça peut être vecteur d'emploi? Puisque aujourd'hui, on sait la problématique de nombreux jeunes, et c'est bien là pour la raison où le collectif Jeunesse Guadeloupe a initié cette démarche autour de l'Orvers, c'est pour essayer de voir s'il y avait des perspectives d'emploi et de création d'activités dans ce secteur. Alors selon toi, est-ce qu'il y a moyen de créer son activité dans ce domaine? Je pense, pour être l'exemple, justement, que c'est tout à fait possible, parce que comme je dis bien souvent, les études, c'est un outil qui est mis à notre disposition et après, c'est à nous de l'utiliser à bon escient, en fonction de nos objectifs. Et c'est clair qu'il ne faut pas s'enfermer dans une filière parce qu'il faut justement utiliser tout ce qu'on a appris pendant justement ces années de formation pour après l'adapter à ses propres besoins. Donc, à partir du moment qu'on est conscient de ça, quel que soit ça qu'on va toucher, donc tout à l'heure j'ai entendu parler de surette, on peut créer une activité à partir de surette. Nous, on est parti d'une charrette qui pourrissait sous un arbre, on disait bon, pourquoi nous pas faire un bitin veille? Donc c'est clair que tout ce que tu touches
tout ce que tu vois dans ton environnement, dès que tu connais sa valeur, tu peux te développer économiquement et derrière faire bénéficier à tes collègues, tes potes, tes amis de ce que tu as créé et donc par ce bien-là en fait créer des emplois et susciter des vocations en fait. Tout à fait. Mais Fred, on a constaté aussi que les politiques un peu gouvernementales, hein, ces 10 dernières années, c'était vraiment encouragé à la pratique du sport. Et on se dit aussi que cette pratique est émergente, comme tu l'as si bien cité tout à l'heure. Alors, selon toi, quelles sont les formations vers quelle formation un jeune peut se tourner aujourd'hui pour pouvoir trouver un emploi dans le domaine dans lequel tu représentes aujourd'hui? On est sur un champ très réglementé, donc pour devenir un professionnel, on a obligation d'avoir une formation diplômante. Donc toute personne qui veut en faire son métier doit passer par des diplômes du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc ça démarre du BAPAT de niveau 5 avec ce qu'on appelle des supports techniques liés aux activités de pleine nature. Ça peut être le kayak, ça peut être la randonnée. Ensuite, on a le niveau supérieur qui est maintenant on appelle ça le BPGEPS, qui remplace le brevet d'État. Donc on a des BPGEPS qui sont spécifiques au sport de pleine nature. Et puis ensuite, on a un DEGEPS et puis un DESGEPS qui permet de former les professionnels. Donc on a la chance d'avoir un CREPS anti-Guyane qui permettent de réaliser toutes ces formations. Alors évidemment, ça demande un niveau scolaire comme prérequis, mais c'est complètement accessible à tout le monde. Et puis surtout, je crois, au niveau de la pratique sportive, quand il s'agit du BPGEPS, puisque je crois quand même qu'il faut avoir, si ça remplace le brevet d'État, c'est qu'il faut avoir un certain niveau dans la pratique sportive pour pouvoir se lancer. Oui, effectivement, faut faire du sport, faut aimer le sport, mais c'est pas que ça. Hein. Les métiers du sport, ça regroupe aussi l'événementiel, ça regroupe aussi la communication, ça regroupe aussi la santé. Au jour d'aujourd'hui, on a l'agence régionale de santé qui est en train de faire la promotion des activités physiques, notamment pour les personnes en obésité, les maladies chroniques. Donc autant se faire plaisir, aller marcher dans la nature, quoi, comme on dit. Donc ça va. Il y a des niches d'emploi à creuser, quoi, sur la Guadeloupe. Les activités physiques et sportives, on va dire de pleine nature, c'est un champ, on va dire, de sport mineur. Mais qui tend à se développer. Donc c'est vrai que la visibilité de ce secteur est pas terrible du tout. Effectivement, on a le Volcano-Trail qui existe en Guadeloupe depuis pas mal d'années, qui génère 500 coureurs, toutes courses confondues, donc qui fait la promotion de notre île, aussi bien sur le territoire de la Basse-Terre que de la Grande-Terre, parce qu'on a quand même un atout majeur sur la Guadeloupe, c'est le contraste entre la Basse-Terre et la Grande-Terre. Si on le compare à la Diagonale des Fous qui existe à La Réunion, qui pour moi génère une activité touristique énorme, puisque un mois avant la compétition, par exemple, tous les gîtes touristiques sont pleins à craquer des sportifs qui viennent. Donc là, il y a encore quelque chose à creuser dans le tourisme, ce que j'appelle le tourisme sportif, quoi. Tout à fait, on a compris. Hein. On y reviendra de toute façon tout à l'heure dans la troisième partie, où nous parlerons des métiers connexes et à l'envers et tous les développements économiques que nous pensons que ça peut conduire. En tout cas, nos intervenants et nous discuterons ensemble de tout ça. Mais Ludmile, qui est avec nous, qui représente le KGJ, je sais que tu étais aussi à la commission sport pour le premier BICA Jeunesse. Donc, de ton point de vue, quel est Voilà, donc en fait, en étant référent au niveau de la communication pour le KGG, le thème de l'envers n'était pas vraiment connu au départ. Et au fur et à mesure qu'on a pu travailler ensemble et avec tous les intervenants que vous avez pu voir ce soir, que vous avez pu rencontrer ce soir, je me suis rendu compte en fait de toutes les possibilités que je pouvais mettre en avant par rapport en fait à mon activité qui est sportive en fait. Donc
une fois qu'on a compris qu'au-delà des sports qu'on pratique en général ici, donc basket, football, etc., qu'on a d'autres sports qu'on ne connaît pas forcément et qu'on peut découvrir comme ça, moi, ça me paraît intéressant. Et c'est pour ça, en fait, que j'invite tous les jeunes qui ne se sentent pas forcément attirés par l'Orvers à venir le 25 au campus à Saint-Claude pour découvrir un peu avec les intervenants comment ils peuvent faire le lien entre ce qu'ils font et l'Orvers. Parce qu'en fait, il y a toujours un lien au final. C'est ce que moi j'ai pu retenir depuis que le projet a commencé. C'est très bien. En tout cas, on a bien compris, hein, puisqu'on parle souvent et on entend très souvent comme le sport, comme vecteur d'insertion. Et là, on l'intègre un petit peu dans cette dynamique globale autour de l'Orvers. On a compris donc qu'il y avait cette possibilité à la fois culturelle, la découverte du patrimoine. D'ailleurs, Tommy, je sais que tu as une actualité pour ces jours-ci. Quelle est l'actualité de ton mouvement associatif? C'est vrai que justement tous les mois, toutes les semaines, on a des activités. La prochaine, ce sera la découverte de l'histoire de l'eau en Grande Terre, donc de la mare jusqu'au barrage, en passant par tout ce qui est citerne, château d'eau et puits. Donc on va faire découvrir ça au public pendant toute la journée de samedi. Et ça nous permettra de participer au développement culturel de notre pays. On l'a compris. Voilà. Et c'est très intéressant puisque vous qui regardez cette émission, je crois qu'aujourd'hui, vous ne pourrez pas rester sans argument face à vos amis qui vous disent « il n'y a rien en Guadeloupe ». Là, la preuve est faite. La preuve est faite qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur notre territoire. Nous allons poursuivre tout à l'heure avec les métiers connexes, Axel, et je crois que nous aurons des intervenants pour justement voir de quelle manière, parce qu'autour d'une activité, il y a des activités périphériques, que ce soit dans le milieu de la communication, du développement économique, de la comptabilité, des activités administratives, bref, tout un vivier potentiel d'activités qui peuvent se développer autour de ces supports que nous avons développés jusqu'ici. Et je crois que ce sera intéressant qu'on en parle dans la 4e partie. Voilà, donc l'occasion de vous rappeler que le samedi 25 janvier, le KJG vous convie donc au campus de Saint-Claude pour participer à la 2e édition du BIC à Jeunesse, avec pour terme, comme l'a rappelé notre cher ami Laurent, l'Orvers. Voilà, à tout à l'heure pour la 4e partie de cette émission. Collectif Jeunesse Guadeloupe qui invite les autres en BK Jeunesse. On t'attend ce samedi 25 janvier pour une journée d'échange et d'ateliers pour entreprendre et travailler en Guadeloupe. Tu pourras y découvrir les parcours inspirants de jeunes engagés dans des secteurs porteurs pour notre archipel. Rendez-vous au BK Jeunesse sur l'Orvers ce samedi 25 janvier sur le campus de Saint-Claude, avec navette gratuite. Qui vous, qui association, qui collectif, viens joindre nous. Et pas oublier page Facebook là, Collectif Jeunesse Guadeloupe. Le chemin parcouru est assez positif. Il y a 2-3 ans, on avait récolté le prix numéro 1 du concours du CNUS, qu'on avait été récupéré à Paris avec une délégation anti-Guyane, en compagnie de Mayotte également. Depuis, le projet a mûri et il y a de nouvelles opérations qui vont se mettre en place. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le point pour pouvoir apporter des idées et pour permettre à toutes les antennes et à toutes les associations qui rejoignent à nouveau le réseau du FFE Outre-mer d'être à jour et de savoir sur quelle base on va et comment continuer à consolider ce projet. Voilà. Mais c'est comme ça. Comme ça. Tout bit n'est qu'à commencer. Comme ça. Allez. Je fais partie de l'association Give One Project, dont je suis la responsable communication. Donc, c'est une association qui a été créée par Thion Yang, qui est un jeune Sénégalais qui est parti à 20 ans aux États-Unis. Et en fait, il a décidé de créer cette association puisqu'il a eu l'occasion de travailler sur la campagne de Barack Obama. Et à la fin de la campagne, en fait, il s'est demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire en fait pour les jeunes aux États-Unis et partout dans le monde, puisqu'il venait du Sénégal. Et il a décidé de créer cette association dont le but en fait est de repérer des jeunes et de leur donner les cartes pour devenir des leaders et ainsi pouvoir participer à la vie au sein de leur communauté. Donc grâce à cette association, j'ai pu partir pendant 10 jours suivre un programme de leadership à Washington. Et en fait, ce que j'ai retenu de là-bas, c'est que en fait, ils laissent leur chance aux jeunes. Ils considèrent que même si un jeune n'a pas d'expérience, ils vont toujours leur laisser la possibilité. Ils ont compris que la jeunesse, c'était les futurs décideurs de demain. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de m'engager au sein d'FFE Outre-mer, puisque en fait, c'est des jeunes qui ont décidé de changer la donne au sein des départements d'Outre-mer. Et je pense qu'il est plus que temps
que l'on fasse entendre nos voix. Donc voilà, donc j'incite tous les ultramarins, les jeunes, les moins jeunes, à nous rejoindre et à essayer de changer les choses dans nos départements respectifs. Collectif Jeunesse Guadeloupe qui invite les autres en BK Jeunesse. On t'attend ce samedi 25 janvier pour une journée d'échange et d'ateliers pour entreprendre et travailler en Guadeloupe. Tu pourras y découvrir les parcours inspirants de jeunes engagés dans des secteurs porteurs pour notre archipel. Rendez-vous au BK Jeunesse sur l'Or-Vert ce samedi 25 janvier sur le campus de Saint-Claude avec navette gratuite. Qui vous, qui association, qui collectif, viens joindre nous. Et pas oublier page Facebook là, Collectif Jeunesse Guadeloupe. Donc voilà pour cette dernière partie de l'émission du collectif Jeunesse Guadeloupe, édition hors vert, avec nos intervenants. Axel, ce soir nous allons parler pour cette dernière partie des métiers connexes, puisque nous avons parlé en préambule, c'est vrai, de l'action du KJG pour démocratiser un petit peu la parole publique pour les jeunes, pour qu'ils s'investissent un petit peu dans les débats et voir quelle Guadeloupe pour demain. Et nous avons aussi un peu parlé de ce qui pouvait exister sur notre territoire, qu'est-ce qui pouvait faire la richesse de notre pays à travers sa biodiversité, à travers les différences culturelles, à travers les différentes pratiques sportives qui pouvaient exister. Aujourd'hui, à cet instant précis, nous parlerons des métiers qui gravitent autour de ces pratiques. Alors, c'est vrai, nous avons des possibilités sur le territoire, nous avons des jeunes qui peuvent initier une démarche, comme nous le verrons tout à l'heure avec nos invités, initier une démarche professionnelle dans un champ d'activité autour de ce fameux hors vert. Et cette démarche sera tellement pratique, il aura tellement le nez dans le guidon, qu'il aura peut-être besoin de soutien. Et ce soutien est donc créateur de richesse. Alors Axel, avec nous pour parler de cette partie, tes invités. Voilà, donc nous a rejoint, comme tout à l'heure, Kimsi, donc on le rappelle, qui est ingénieur bioclimaticien. Laurence, donc, qui fait partie du collectif KJG, donc, qui organise le deuxième BK Jeunesse samedi 25 janvier sur le territoire de Saint-Claude, le campus plus exactement. Et notre dernier invité, pour conclure ce plateau en beauté, c'est Fabrice. Alors Fabrice, toi, tu es agriculteur biologique. Donc on peut le dire sans jeu de mots que tu cultives au quotidien l'or vert. Exactement. Bonsoir tout le monde. Donc l'or vert, c'est effectivement la nature. Donc aujourd'hui, je viens effectivement, je suis invité par le KJG pour effectivement parler de cette activité que depuis 2010, donc que je suis déclaré agriculteur. Donc agriculteur biologique, donc sans pesticides, sans produits chimiques, donc naturel, je dirais comme à l'ancienne, comme nos grands-parents quelque part, comme la nature et tout simplement. Donc l'or vert avec tous ses dérivés, donc ce qu'on peut planter, ce qui est tout simplement qui pousse sans qu'on le plante, parce que c'est ça l'or vert. Et après, ça entraîne la transformation aussi, beaucoup de choses. Alors, Fabrice, concrètement, on a compris, ton quotidien, c'est l'agriculture biologique. En deux mots, c'est quoi le quotidien d'un agriculteur biologique? L'observation tout d'abord, donc se réveiller très tôt, donc pour observer comment fonctionne donc l'environnement, puisque biologique, c'est vivant. Donc, il y a les éléments climatiques, il y a tout ce qui est autour de juste le fait de mettre une semence ou une graine dans la terre. Donc, ça, c'est l'action de l'homme. Donc, j'achète des plants, j'achète des semences, je vais mettre des semences biologiques, donc qui sont non traitées depuis la base. Le sol n'est pas non plus engrais en amont ou encore avec non plus contaminé, puisque je fais des analyses, j'ai fait des analyses de sol, donc entre autres des éléments organochlorés, donc la chlordécone, qui effectivement qui ne permet pas de faire de l'agriculture biologique. Donc entre autres, après il y a la partie donc plantation directement, l'entretien donc du jardin, de tout ce qu'on va planter comme culture. Entre autres, moi, je fais surtout les cultures vivrières, donc les racines, igname, madère, etc.
Je fais aussi du maraîchage. Donc le maraîchage, c'est tout ce qui va un peu plus vite. Donc c'est les salades, c'est les choux, les carottes, les tomates. Ça fait partie aussi, toujours en culture légumière, mais des cultures maraîchères. Il y a ce qu'on appelle aussi donc les cultures à parfum et aromatiques. Donc le gingembre, le curcuma et tout simplement les plantes médicinales. Et avec tout ça, tu as le temps de t'occuper pleinement de ton activité commerciale, puisque quand même tu vas produire une valeur ajoutée pour notre territoire, tu vas devoir t'occuper de tes plantes. Donc si tu n'utilises pas de produits phytosanitaires, ça veut dire que tu vas devoir cercler tes plants, excuse-moi si j'écorche le mot. Donc à mon avis, ça prend quand même beaucoup de temps. Tu as le temps de faire la partie comptable de ton activité? Alors effectivement, c'est là où justement beaucoup d'agriculteurs, je ne dirais pas comme moi, mais beaucoup d'agriculteurs pêchent parce qu'on a tellement de boulot dans le jardin à entretenir justement ces cultures qui n'ont pas de pesticides, puisque la comptabilité, le secrétariat et comme tu dis, la partie commercialisation, moi j'ai fait un choix. Donc je fais que de la vente en particulier. Donc, je n'ai pas forcément à aller faire beaucoup de distance pour aller vendre. Mais il est vrai que je peine un peu à faire la partie comptable ou encore même tout simplement les démarches administratives qui demandent beaucoup de temps. On est en Guadeloupe, on sait déjà comment ça se passe. Donc, c'est vrai qu'on pêche un peu à ce niveau-là. C'est vrai, donc on a compris concrètement que Fabrice a créé son activité, donc il crée des richesses pour notre pays et ça c'est vraiment quelque chose de très encourageant. On se dit donc que on imagine que la tâche n'est pas aisée et que c'est un travail de longue haleine si tu n'as pas le temps. Et c'est vrai qu'on vient même à se poser la question, donc comment faire? Et c'est là que la notion de connexe arrive, Laurence. C'est là où on peut dire effectivement, là il y a peut-être quelque chose. Oui, c'est effectivement pour ça qu'on a voulu en parler, parce que concrètement, s'il y a une richesse qui sort de la terre et qu'on arrive à l'exploiter, il faut à côté, il y a tout un ensemble de métiers qui se créent de fait. Par exemple, Suzy nous parlait de la surelle, et donc si elle arrive à développer un produit, à se dire qu'aujourd'hui, elle va faire une crème cosmétique contre les rides, il va falloir qu'elle puisse faire une étude de marché. Est-ce que vraiment il y a un marché? Est-ce qu'il y a des femmes qui vont acheter sa crème? Donc ça fait déjà un premier cabinet marketing qui va fonctionner. Il va falloir faire un packaging, il faut mettre le produit dans un pot. Une fois que c'est fait, il faut le vendre, il faut créer un circuit de distribution. Il faut qu'elle sache est-ce qu'elle a le droit de le faire. Donc il y a des avocats qui vont entrer en ligne de compte. Donc en fait, il y a toute une série de métiers qui naissent avec un seul produit. Donc l'idée, c'était de montrer aussi que oui, il y a la terre, il y a les richesses qu'on tire de la terre, mais il y a toutes sortes de métiers qui découlent autour, que ce soit avant la création, dans le besoin, dans le marketing, dans le droit, dans la commercialisation aussi, parce que souvent ce sont des métiers innovants, ce sont des métiers qui n'existent pas. Quand ça existe déjà, on applique une méthode qui est déjà, voilà, quoi. À la limite, il y a combien d'universités qui vont vous apprendre à gérer une entreprise? Maintenant, quand on est sur de l'innovant, il faut qu'il y ait des cabinets qui soient là, qui puissent aider la personne avec son idée, voir si c'est viable. Des fois, ça va marcher, des fois, ça ne va pas marcher, mais ça fait tout un ensemble de mesures qui sont là, qui existent. Il y a des pépinières aussi qui se montent au fur et à mesure en Guadeloupe, on le sait moins, mais qui aident les projets innovants qui sont, enfin voilà, tous ceux qui ont des idées qui ne sont pas dans les livres. C'est comme on est dans l'agriculture, alors quand tu as dit pépinières, donc c'est des pépinières d'entreprise. Des pépinières d'entreprise, oui, effectivement, qui sont dans ces métiers-là. Donc, c'est très intéressant, surtout que c'est cette valeur ajoutée-là qui va créer vraiment des emplois. Je prends juste un exemple. Il y a un endroit en France qui s'appelle, dans l'Eure-et-Loire, qui s'appelle la Cosmétique Vallée. Ça a commencé il y a à peu près une dizaine d'années, avec quelques laboratoires qui se sont rassemblés. Maintenant, sur 3 départements, c'est 70 000 emplois. Ah, quand même. Concrètement, est-ce qu'on peut se passer de 70 000 emplois? Donc ça veut dire 70 000 emplois qui sont là. Il y a à peu près une dizaine d'universités qui travaillent là-dedans. Il y a à peu près une centaine de laboratoires. Donc voilà, il disait par exemple qu'il fait analyser sa terre. C'est dans un laboratoire, c'est un autre métier encore qui est créé. Donc il y a vraiment pléthore de métiers qui existent, qui sont là, qu'il faut développer, mais auxquels il faut penser. Donc l'idée de samedi, c'est ça, c'est de venir voir un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Des idées peuvent naître aussi samedi, on ne sait pas. Et donc voilà. Donc justement, on parle de tout un tas de corps de métier, on parle de chiffres
astronomique en termes de manne d'emploi. En quoi justement ton activité toi d'ingénieur bioclimaticien, excusez-moi, est un maillon important de la chaîne justement? Alors tout d'abord, il y a plusieurs matériaux. Donc il y a le bambou, il y a le bois de mahogany, il y a des plaquages en tronc de bananier, il y a de l'isolation fibre de coco. Alors la première étape, c'est l'agriculteur. On a vraiment besoin de lui pour produire les matériaux. Donc l'agriculture biologique, c'est d'autant mieux. La deuxième étape, c'est le transporteur. C'est lui qui va transporter en fait le matériau jusqu'à l'usine pour arriver à la finition. Ensuite, il y a le traitement. Le traitement pour que ça puisse durer dans le temps, que ça soit commercialement viable. À travers en fait chaque matériau, tu as en effet un espace marketing. Certains matériaux, en fait, pour les utiliser, on doit mettre en place des brevets, on doit avoir des avis techniques. Ça demande un certain nombre de coûts. Ça demande aussi l'avis de juristes. Donc, ce sont à peu près une dizaine de corps de métier qui viennent directement se créer. Par exemple, pour le bambou représente environ 20 000 emplois en Guadeloupe, si on le mettait en place. Donc, en fait, il y a aussi les urbanistes, les architectes. Très important aussi, les architectes qui, eux, en fait, conseillent quels matériaux, en fonction de la colorie, en fonction des propriétés thermiques, des propriétés de résistance mécanique, où on doit le placer. Donc, en fait, on a vraiment un grand panel de gisements d'emploi. Non, c'est vrai qu'on a compris que c'est une économie en fait que nous bâtissons avec ces possibilités de l'or vert. Quelque part, on n'en a pas forcément parlé ce soir, mais c'est vrai qu'il existe aussi des notions parce que l'agriculture bio m'y a fait penser un peu, le commerce équitable, qui sont aussi des notions, en fait, c'est des notions plus simples parce que quelque part, ce que tu fais aussi, c'est du commerce équitable, puisqu'en réalité, Fabrice, il vend directement ses produits à un prix relatif par rapport à ce qui lui a vraiment coûté, et directement au consommateur final. Donc, quelque part, on est dans une dynamique de commerce équitable. Effectivement, puisque je crois que Max Havelaar, quand il a créé, c'était déjà pour aider les paysans, pour aider tous ceux qui justement qui subissent les coûts je dirais des multinationales ou peu importe des grands groupes, bien de ceux qui sont la logique économique. Voilà, logique économique. Et aujourd'hui, l'agriculture biologique répond à un cahier des charges aussi qui est directement lié à la vente directe, c'est-à-dire à limiter tous les intermédiaires. Donc, le moins de transport possible. Le moins pour que le bilan carbone n'augmente pas encore, puisque ça fait partie de l'or vert. Si on continue, entre parenthèses, à polluer l'air, la nature, donc finalement, l'or vert, il va diminuer. Donc c'est aussi pour ça que moi, j'ai fait le choix d'avoir mon propre point de vente aujourd'hui sur l'exploitation. Donc les gens viennent chercher les paniers, ou encore tout simplement les produits qui sont disponibles directement sur l'exploitation. Très bien. Justement, on en parlait tout à l'heure en off, Laurence. On comprend bien que c'est l'affaire de tous. Oui. Création d'entreprise, création de valeur. En quoi justement, nous citoyens, nous l'avons vu déjà, en quoi on pouvait s'investir, mais en quoi plus précisément les actions de l'État et même des collectivités territoriales est-elle importante afin de mettre en place ces stratégies? C'est très important à deux niveaux. Déjà, il y a un premier danger, entre guillemets, pour lequel le citoyen doit s'investir et doit s'impliquer. Il y a un projet de décret qui est en train d'être discuté au plus haut niveau de l'État. Et ce projet de décret qui arrive juste après que Henri Joseph ait réussi à faire entrer une bonne partie de la pharmacopée des DOM dans la pharmacopée européenne, ce décret prévoit que si les plantes nous appartiennent, donc ça reste toujours à nous, les ignames, les madères ou le malanga, l'exploitation en termes de pharmacopée ou cosmétologie ou autre reviendrait à la France. Donc voilà, donc ça voudrait dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut faire une petite farine de dictame, il faut demander à Paris est-ce qu'on peut faire la farine de dictame. Donc il y a un gros danger là, et c'est au peuple qui a voté pour ces gens-là, concrètement, de se mobiliser et de dire non, c'est pas ce qu'on veut. Donc le conseil régional a voté il n'y a pas longtemps une motion contre ça. Donc il y a ce bémol-là à porter. Et puis concrètement aussi, on va parler samedi de développement durable. Alors, il s'agit d'exploiter l'or vert, mais il ne s'agit pas de finir tout le gisement. Il s'agit d'agir avec parcimonie, de savoir comment on utilise les ressources, comment on va les distribuer, comment on va fonctionner avec. Il y a un dernier point encore qui est très très important et
et Fabrice le rappelle encore, et ce que Suzy aussi disait, ce qui va nous aider, nous, jeunes générations, à bien développer l'Orvers et à vraiment l'exploiter, c'est la relation avec les anciens. Parce qu'ils avaient un savoir empirique, ils n'ont pas fait de grandes études, ils n'ont pas de doctorat, ils n'ont pas tout ça, mais ils savaient et ils peuvent nous dire que, comme elle disait, que la surelle, ça aide pour le diabète, que tel produit, ça aide pour les radicaux libres, maintenant qu'on le dit. Mais il y a vraiment un lien. Donc concrètement, pourquoi nous, on croit à ça? C'est que l'Orvers touche toutes les parties de la population. Et donc c'est à nous, jeunes, de nous rendre compte qu'il y a des choses qui sont là et d'ouvrir les écoutilles et d'écouter un petit peu ce qui se fait, ce que se faisait déjà et de ne pas hésiter à innover justement pour demain. Très bien, parfait. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question au cours de cette émission. L'occasion de rappeler les liens Facebook. Donc, KJG, Collectif Jeunesse Guadeloupe sur Facebook. Vous trouverez toutes les informations sur la formation de ce collectif et sur les opérations en cours. Et il faut rappeler, je crois, le rendez-vous de samedi 25 janvier sur le campus de Saint-Claude. Voilà, et il y a une dernière information que je voulais faire passer. Alors, depuis le 26 décembre jusqu'au 31 janvier, il y a un projet de stratégie pour la Guadeloupe qui est mis en consultation. Donc, on va le trouver sur le site de la préfecture. Alors, pour tous ceux que ça intéresse, il faut vraiment y aller, voir ce qui est prévu. C'est-à-dire que c'est le prochain contrat qu'il y aura entre l'État France et le département Guadeloupe. Donc, c'est à nous de nous investir et de dire, OK, on est d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça. Et il y a vraiment une grosse partie sur l'Orvers et sur l'innovation. Donc, à tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin, allez-y et n'hésitez pas à renvoyer. Parce que vraiment, cette place de citoyen, c'est à nous de la prendre. Alors, les dates, c'est... Alors, c'est là depuis le 26 décembre et jusqu'au 31 janvier, on peut consulter et donc donner son avis voilà, sur le site de la préfecture. D'accord. En tout cas, l'information, j'espère, n'est pas tombée, n'est pas vaine. Hein. Donc, nous avons bien pu profiter durant cette émission de pas mal de participations, de contributions très intéressantes, où nous avons pu découvrir un petit peu la notion, enfin, un des aspects qu'on a pu développer autour de l'Orvers. En tout cas, moi, je suis personnellement très satisfait et j'ai appris beaucoup de nouvelles choses et de nouveaux métiers aussi. Et j'ai appris aussi quelques contraintes des agriculteurs biologiques. J'ai découvert aussi un doctorant, et je pense vous aussi, autour de la surette, notre pomme surette nationale. Et bien évidemment, je crois que nous aurons tout un tas de questions et un tas qui sont restés en suspens. Malheureusement, il n'y avait pas moyen d'appeler à cette émission ou de participer sur Internet comme c'est l'accoutumé dans nos émissions, mais ça le sera prochainement, je l'espère. En tout cas, retrouvez-nous le samedi 25 janvier à Saint-Claude pour toutes les questions. Vous pouvez rencontrer les acteurs qui étaient avec nous ce soir. Et puis, on se dit à Saint-Claude le 25. À bientôt. Collectif Jeunesse Guadeloupe qui invite les autres en BK Jeunesse. On t'attend ce samedi 25 janvier pour une journée d'échange et d'ateliers pour entreprendre et travailler en Guadeloupe. Tu pourras y découvrir les parcours inspirants de jeunes engagés dans des secteurs porteurs pour notre archipel. Rendez-vous au BK Jeunesse sur l'Orvers ce samedi 25 janvier sur le campus de Saint-Claude avec navette gratuite. Qui vous, qui association, qui collectif, venez joindre nous. Et pas oublier page Facebook là, Collectif Jeunesse Guadeloupe.